Bienvenue dans la salle Élysée. Donc, petit détail technique sur Swapcard, ce n'est pas le même emplacement pour poser les questions. Donc, pensez bien à rafraîchir et à venir sur le bon lien pour poser des questions. Pour notre prochain speakerine, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je respecte et que j'admire énormément, Maya. J'ai fait la connaissance de Maya il y a 3 ans quand elle commençait chez Aircall. À l'époque, c'était la première product manager, ils étaient 15 personnes. Et 3 ans après, Aircall est une boîte en hyper croissance, ils sont passés à 200. Elle était la première product manager, elle est devenue head of product à la tête d'une équipe de 12 personnes. C'est une aventure qui s'est récemment terminée, elle a quitté Aircall, mais elle a plein de choses à venir partager avec vous aujourd'hui. Elle hésite à se lancer dans un nouveau projet autour de l'éducation du product management. Et surtout, comme moi, elle pense que les crocos Haribo bleus, c'est carrément les moins bons. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Maya. Merci Lucas. Bonjour tout le monde. Je suis assez impressionnée et très contente d'être en face de vous aujourd'hui. J'espère que ça se voit pas trop, mais je suis un peu malade. J'ai une angine, donc excuse par avance si ma voix déraille un peu. Comme Lucas vous l'a dit, j'ai bossé pendant 3 ans chez Aircall. Et un des sujets qui m'a le plus intéressée, ça a été de construire, ou en tout cas essayer de construire, une culture davantage produit, davantage user-centric, alors que je suis arrivée dans un contexte où la boîte était très très drivée par les sales. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de petites choses qu'on a mises en place qui vont être très très concrètes et que vous pouvez essayer d'utiliser dès demain ou lundi pour aller vers plus de user-centricity dans votre boîte. Donc le contexte dans lequel je suis arrivée chez Aircall, c'est un contexte où la roadmap était quasiment uniquement influencée par des demandes de prospects que notre équipe sales essayait de closer. C'était vraiment une liste de bullet points, de features à faire. Par ailleurs, on avait beaucoup de mal à dire non à des prospects. Donc typiquement, le cofondateur sales venait me voir à peu près toutes les semaines pour me dire « Maya, il faut absolument qu'on fasse cette feature, tu comprends pas, c'est une question de vie ou de mort, c'est vital, on ne peut pas faire sans. » Vous connaissez tout ça. C'était très très fréquent. Et on n'itérait jamais à la sortie d'une fonctionnalité. Donc on la sortait et c'était terminé. Donc ça, c'est pas nécessairement un problème dans l'absolu. Ça peut être positif pour certaines boîtes, mais ça l'était pour nous. Et ça, on le voyait par plusieurs choses. D'une part, notre NPS était assez bas et était plutôt sur la pente descendante. D'autre part, on avait une rétention qu'on pouvait clairement améliorer. On passait beaucoup de temps à closer ces gros prospects qui derrière finissaient par partir au bout de 6 mois ou 1 an. Et on dédiait beaucoup de ressources en interne pour expliquer notre produit qui était censé être self-service. C'était censé être vraiment sa proposition de valeur principale. Donc, être moins sales-driven, ça ne veut pas dire, bien sûr, arrêter de vendre. Ce que ça voulait dire pour nous, c'était s'assurer que nos utilisateurs trouvent de la valeur dans notre produit sur le court et le long terme, et donc y compris après avoir signé. Ça voulait dire aussi itérer, bien sûr. Tout ça dans le but d'améliorer nos métriques de satisfaction user. Le NPS, l'engagement, nos métriques support par exemple, etc. Le but ultime étant d'améliorer la rétention et donc le churn. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 grands sujets sur lesquels on a pu bosser pour aller vers cette culture user-centric. D'abord, je vais vous parler d'organisation, ensuite d'outils et de process, et enfin de communication et de partage d'informations. Donc en ce qui concerne l'orga, évidemment pour transitionner vers une culture davantage user-centric, il faut que ce soit quelque chose d'important pour toutes les équipes, à commencer à mon sens par l'équipe produit. Donc ce que je vais vous dire, je vous préviens, c'est d'une banalité tout à fait torride, mais première chose, évidemment, il faut parler avec ses utilisateurs. C'est ultra basique. Sauf que, en venant de Blablacar, où j'étais donc PM avant et donc en B2C, en arrivant chez Aircall, B2B, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pensais. Pour plusieurs raisons. D'abord, on avait des équipes en interne dont c'était le boulot au quotidien de préserver et de créer une relation avec nos utilisateurs. Donc les sales, le customer success, le support. Par ailleurs, on avait moins de clients en B2B qu'en B2C, moins d'utilisateurs. Et enfin, étant donné qu'ils nous utilisaient dans le contexte de leur travail, ils n'avaient pas forcément le temps, l'envie de nous parler.
Donc une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était de faire en sorte que cet accès aux utilisateurs soit plus facile et obligatoire surtout pour l'équipe produit. La première chose qu'on a faite, qui était rigolote et plutôt utile, c'était de créer un coach. Le coach, c'est un petit Slack bot dans notre channel Slack de l'équipe produit, qui nous donnait chaque semaine des devoirs. Donc par exemple, Manu, tu dois faire cette semaine 1 heure de support. Camélia, tu dois faire une démo avec un account exécutif. Tout ça, ça marchait plutôt bien. On l'a doublé avec un autre channel Slack où les account managers, pour nous faciliter cet accès, postaient tous les meetings qu'ils avaient prévus chez un client pour qu'on puisse venir avec eux, les membres de l'équipe produit. Par ailleurs, j'ai fait en sorte que ce soit dans la rémunération variable de l'équipe qu'ils aillent visiter des clients très régulièrement. Donc rendre ça facile, obligatoire, ça fonctionnait pas mal, mais ça a commencé à devenir un challenge à mesure qu'on grossissait, qu'on était plus dans l'équipe et que nos clients étaient plus gros et donc représentaient plus de revenus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de tension qui s'est créée entre nous, l'équipe produit, et d'autre part l'équipe des account managers, qui passaient des mois, voire des années, à créer cette relation avec les clients, en particulier les plus gros, et qui voulaient à tout prix la préserver, et qui avaient peur qu'on porte préjudice à cette relation en allant leur parler. Donc ça, c'est vraiment une bataille sur laquelle j'ai choisi d'aller, et donc on a beaucoup travaillé avec la VP Customer Success pour réussir à trouver un compromis. Et au final, ça s'est concrétisé dans une série de règles, vraiment dans un cadre qu'on devait respecter pour pouvoir continuer d'accéder aux utilisateurs facilement. Donc typiquement, on devait éviter de sursolliciter par exemple des clients plus de 2 fois par mois la même personne. Ou alors, si on devait contacter un de nos plus gros clients, on devait le faire avec l'accord et l'aval de son account manager. Ou alors, après chaque meeting, on devait faire un petit récap, quelques bullet points de ce qui s'était dit sur notre CRM pour que les account managers soient au courant de la conversation. Donc, faciliter et rendre obligatoire l'accès aux utilisateurs pour l'équipe produit, c'est le premier élément, et donc vraiment la base. Mais ce changement de culture user-centric, il passe aussi par d'autres équipes, et donc les fameuses équipes business qui sont au quotidien avec nos utilisateurs. Ce qu'on a choisi de faire ici, c'est de les inclure un maximum dans nos process d'équipe produit. Parce que ce sont vraiment les équipes qui sont en front-line avec nos utilisateurs, qui connaissent le mieux leurs frustrations, leur quotidien, etc. Donc concrètement, on travaillait avec des squads, 4-5 développeurs, un PM, un designer, vous connaissez tous ça. Et donc on a ajouté un nouveau rôle dans ces squads qu'on a appelé le Biz in Squad, donc Biz pour business. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de l'équipe support, de l'équipe sales, de l'équipe success, qui devait passer une demi-journée par semaine avec la squad pour à la fois donner du feedback sur ce sur quoi on bossait et en même temps communiquer sur les fonctionnalités au reste de la boîte. Et donc ça a vraiment bien fonctionné et ça a également fonctionné pour mieux comprendre le quotidien et mieux se comprendre entre équipe tech produit d'un côté et équipe business de l'autre. Donc le changement de culture, il passe par l'équipe produit, par les équipes business. Le dernier point qui est important en termes d'orga, c'est qu'il faut qu'il change à tous les niveaux. Donc du coup, une chose qu'on a faite là-dessus, ça a été de créer ce qu'on a appelé un executive sponsorship. L'idée était de se dire, chaque personne du comité exécutif, donc vraiment le top management, head of support, head of sales, head of tech, head of marketing, moi-même, avions 3 ou 4 clients dont on était référent, à qui on devait parler au moins une fois tous les trimestres. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est très contraignant. Ça fait à peu près un call ou un meeting par mois. Et ça permet vraiment de garder un peu les mains dans le quotidien des utilisateurs, et ce en particulier pour des execs qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Typiquement Head of Tech ou Head of Marketing par exemple. Donc l'orga, première chose qui permet un peu de changer cette culture. Mais il y a aussi toute une composante autour des outils et des process, dont je vais vous parler maintenant. Alors Nate, pendant la keynote, parlait du NPS et disait qu'il trouvait que ce n'était pas une métrique forcément très utile. Ben, je ne suis pas du tout d'accord, et je vais vous en parler et vous expliquer pourquoi. Donc ouais, le NPS, je pense que vous voyez tout ce que c'est.
c'est donc cette question que vous posez à vos utilisateurs, où vous leur demandez à quel point ils recommanderaient votre produit sur une échelle de 0 à 10. Et derrière, ils peuvent laisser un petit commentaire sur ce qu'ils aimeraient voir amélioré dans votre produit. Ça donne un score entre -100 et 100, qui reflète la satisfaction de vos utilisateurs vis-à-vis de votre produit. C'est une métrique que je trouve particulièrement puissante par sa simplicité et par le fait qu'elle est hyper intuitive et facile à comprendre. Je m'explique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est facile à comprendre pour vraiment toutes les équipes de la boîte par rapport à typiquement de l'engagement monthly, du volume de tickets support par utilisateur, du gros churn, net expansion, toutes ces métriques un peu difficiles à comprendre. Et en plus, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vu dans certains produits. Et donc, c'est hyper facile de s'y rattacher. Donc, on a passé du temps pour, évidemment, le traquer et le suivre de près, mais surtout pour le rendre hyper central dans la culture de la boîte. Et c'est quelque chose qu'on répétait vraiment à toutes les sauces, qui, évidemment, drivait beaucoup nos choix de roadmap, mais qu'on répétait donc en weekly call, qu'on répétait dans l'email envoyé par le CEO à toute la boîte. On avait même une petite lampe dans les bureaux qui s'éclairait en rouge dès qu'on avait un NPS négatif, en vert dès qu'on avait un NPS positif. Et tout ça, au bout d'un moment, ça a fini par rentrer et à faire prendre conscience à tout le monde que la satisfaction des utilisateurs était importante et qu'on devait être très très attentif à ces changements de NPS. Le challenge avec cette métrique, c'est que ce n'est pas une métrique qui est très actionnable a priori. Et je pense que c'est un peu ce que Nate voulait dire aussi ce matin. Et du coup, pour pallier à ça, on a bossé sur 2 chantiers. Le fait de catégoriser les retours et de les segmenter. Donc, concernant la catégorisation, on a tout simplement créé un petit algo très simple qui analysait un petit peu détectait les mots-clés dans ces fameux retours utilisateurs pour les assigner à une catégorie. Donc, par exemple, on voyait que 13% de nos utilisateurs se plaignaient du pricing. 17% se plaignaient de la qualité des appels, 8% des bugs. Et ça, évidemment, c'est un truc hyper utile pour prioriser la roadmap. Par ailleurs, on faisait aussi beaucoup de segmentation et on regardait le NPS par tout un tas de critères. Donc NPS par pays, NPS par produit, NPS par persona, NPS par intégration. Et ça nous a permis de comprendre tout un tas de choses qu'on n'aurait pas compris sinon. Par exemple, le NPS en France était bien moins bon que le NPS aux États-Unis. Donc évidemment, il y a une première explication qui est qu'on est un pays de râleurs et qu'on n'est jamais content. Mais c'est pas tout. On a aussi creusé pour comprendre que la qualité des appels était moins bonne en France qu'aux États-Unis. Et donc ça nous a permis de changer de prestataire en France pour améliorer ça. On avait 2 types de personas, les admins, donc les chefs du service client, les chefs des services commerciaux et les utilisateurs, qui correspondaient à 2 produits. Et notre NPS admin était bien meilleur que notre NPS agent. Et donc ça nous a permis, par exemple, aussi ici, de prioriser tout un gros chantier du X sur notre produit agent, le téléphone. L'erreur qu'on a faite avec le NPS, que je voulais vous partager aussi, c'est de l'assigner à une équipe en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyait que notre NPS était un peu en train de descendre, donc on s'est dit, super, on va prendre 4-5 personnes, on va faire une squad, on va les mettre à fond là-dessus, on va leur donner 3 mois pour améliorer ça. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché parce qu'on avait complètement sous-estimé l'effet d'inertie de cette métrique, qui met pas mal de temps à bouger. Et par ailleurs, comme vous l'avez vu, c'est une métrique qui a beaucoup d'éléments qui peuvent l'influer. Donc, en tout cas, la conclusion pour moi à ce moment-là, c'était de se dire, c'est une bonne métrique globale pour la boîte, pour arbitrer sur des grandes décisions de stratégie, de roadmap. Mais derrière, pour des équipes vraiment opérationnelles, il faut aller sur des métriques plus granulaires qu'elles peuvent vraiment impacter sur du court terme. Donc voilà pour le NPS. Un autre petit process qu'on a mis en place justement pour l'améliorer, c'était les Quick Wins Days, les journées des Quick Wins. Donc concrètement, on avait un autre channel Slack, encore un channel Slack, où tout au long de l'année, les équipes business, donc, et tout le reste de la boîte d'ailleurs, pouvaient soumettre un peu des idées selon un template. Donc voilà le problème, voilà pourquoi c'est important de le résoudre, qui étaient des petites améliorations, donc généralement des petites améliorations du X, du wording, des messages d'erreur, etc.
Et derrière l'équipe produit, on se réunissait une fois tous les 3 mois, généralement en début de trimestre. On filtrait tout ça, on priorisait, on faisait des specs pour ceux qu'on avait sélectionnés. Et l'équipe tech passait toute la journée ensuite à dépiler un maximum de quick wins. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas le reste de l'année. C'était juste une journée vraiment concentrée là-dessus et qui nous permettait à tous, tech, produits et même toute la boîte, de se remettre un peu la tête dans les frustrations quotidiennes de nos utilisateurs. Ça permettait aussi de remettre un peu le spotlight sur ces questions-là du X et c'était hyper bénéfique pour aller vers cette culture user-centric aussi. Donc les Quick Wins Days, quelque chose que je vous recommande aussi. En termes de process, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est lié à, pour moi, un des plus gros facteurs qui nous avait amené à cette culture sales-driven. En fait, on n'était pas du tout clair, quand je suis arrivée chez Aircall, sur qui était notre cible de clients. Et donc c'est un problème qui peut arriver particulièrement en B2B. Donc concrètement, la logique qui n'en était pas du tout une était de se dire Aircall, c'est un système téléphonique pour entreprises. Toutes les entreprises ont besoin de téléphone, donc n'importe qui peut être un client d'Aircall. Sauf que, évidemment, ça ne fonctionne pas très très bien comme ça. Donc, par exemple, il y a 2 ans, on avait un produit qui était bien pour des équipes de 15-20 personnes. Et donc notre équipe sales, qui était incentivée au revenu à court terme, allait plutôt essayer de taper sur du 80-100 utilisateurs, par exemple. Sauf que derrière, notre produit ne tenait pas du tout la charge, nos analytics n'étaient pas prévus pour ça, notre interface de gestion d'utilisateurs non plus, l'expérience était dégueulasse, les gens partaient. Du coup, on a passé du temps à définir notre Ideal Customer Profile, qui est un outil un peu classique. Pour nous, c'était très simple, c'était une slide avec ces 2 carrés, les clients qu'on veut et les clients qu'on ne veut pas. Alors, qu'on ne veut pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais les chercher, c'est juste dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Pour nous, c'était 3 critères, mais qui sont vraiment propres à notre produit, donc ça sera probablement différent pour vous. En l'occurrence, la région, la taille de l'équipe et les devices utilisés par les gens de la boîte. C'est quelque chose qu'on a beaucoup répété. Donc le CEO présentait ça à tous les nouveaux arrivants d'Aircall. Derrière, moi aussi, je le répétais à tous les nouveaux arrivants d'Aircall. J'ai même hésité à l'imprimer pour le mettre dans les toilettes, histoire que ça rentre bien pour tout le monde. Et finalement, tout le monde a fini par comprendre. Et derrière, histoire de respecter, de vérifier que c'était bien respecté, on a créé ce qu'on a appelé le Deal Desk. L'idée était de se dire que dès qu'il y avait un prospect qui était un peu borderline par rapport à ces critères-là, le account exécutif, donc le sales qui s'en occupait, devait nous le présenter en nous donnant tous les éléments de contexte, tous les critères, pour qu'on décide collectivement si on continuait ou si on arrêtait ici le cycle de vente. Et ça a été un vrai game changer par rapport à cette culture sales-driven, le fait de se dire tout le monde n'est pas forcément un utilisateur potentiel, soyons très clairs sur notre cible et respectons-la. On va conquérir le monde, mais étape par étape. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est la communication et notamment le partage d'informations. Un des autres facteurs importants à mon sens sur cette culture qui n'était pas à la base user-centric, c'était qu'on avait un vrai fossé entre d'une part les équipes tech produits et d'autre part les équipes business. On ne se comprenait pas trop, on ne savait pas trop ce que les autres faisaient et ça s'est empiré quand on a déménagé dans nos nouveaux bureaux où on était physiquement séparés par un bon vieux SaaS où il fallait badger pour passer dans l'autre open space et donc bref, on ne se parlait pas. Donc on a passé aussi beaucoup de temps à essayer de fluidifier cette communication, donc dans les 2 sens. D'une part, côté business, on a fait en sorte que l'équipe de account management, et en particulier la VP Customer Success, vienne nous raconter régulièrement en meeting produit, en meeting tech, des customer stories. Ça voulait dire nous parler d'un client avec qui ça s'est particulièrement bien passé ou particulièrement mal passé, et rentrer vraiment en détail là-dedans. Et à chaque fois, ça c'était vraiment un petit shot de réalité utilisateur pour les équipes tech et produits. Dans l'autre sens, nous, l'équipe produit, on a fait aussi beaucoup d'efforts pour surcommuniquer sur beaucoup de canaux sur ce qu'on faisait, pour pouvoir générer ce feedback de la part du reste des équipes business. On avait une roadmap publique sur Trello avec nos projets.
On a aussi mis en place une roadmap physique, que vous voyez ici, qui était dans les bureaux, que tout le monde pouvait consulter. Dès qu'on avait des designs qui étaient présentables, on les imprimait, on les mettait dans la cuisine avec des petits post-it, des stylos, pour que les gens puissent mettre leur feedback après en avoir parlé à leurs utilisateurs, à leurs clients. Quand une feature était prête à être lancée, on imprimait un espèce de récapitulatif du scope et on mettait ça dans les toilettes. Je sais, je vous parle beaucoup de toilettes. Je considère que c'est un outil de communication hyper puissant. Je vous le recommande. Bref, on communiquait beaucoup sur tout ce qui se passait et ça a vraiment aidé à réduire ce fossé entre les équipes et à générer ce feedback venant de nos utilisateurs. Donc, je vous ai parlé d'outils de process, d'orga, de communication. Qu'est-ce qui a changé comme ça au bout de 3 ans chez Aircall? Alors, le clicker ne marche plus. Si. Donc, je vous parlais au début du but ultime de tout ça, qui était d'améliorer la rétention. Résultat des courses, au bout de 3 ans, on avait quasiment réduit par 2 notre churn, ce qui était vraiment une grosse victoire. Évidemment, ce n'est pas uniquement dû aux 10 petites actions concrètes que je viens de vous raconter, mais clairement, ces actions, elles ont participé à ce changement de culture qui a amené à une meilleure rétention. Par ailleurs, l'autre chose qui m'a frappée, que je vous raconte, c'est une petite anecdote. Donc, vous vous rappelez de ce cofondateur sales qui venait, il y a 3 ans, me dire toutes les semaines qu'il fallait une nouvelle fonctionnalité. Il y a 6 mois, en meeting roadmap pour 2019, il nous a dit qu'il pensait qu'il fallait vraiment investir sur l'expérience pour nos utilisateurs, optimiser le produit, qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des nouvelles fonctionnalités cette année. Et alors là, j'ai failli l'enregistrer et le mettre en sonnerie de mon iPhone, parce que c'était vraiment une grande victoire. Donc voilà, pour conclure, voilà un peu un récapitulatif de ces petites actions très concrètes que vous pouvez mettre en place dès lundi. Cadrer et faciliter l'accès à vos utilisateurs. Essayez d'inclure un maximum vos équipes business dans les squads. Donc je vous parlais de ce rôle, business squad. Il y a sûrement plein d'autres manières de le faire. L'executive sponsorship, inclure votre top management pour être sûr que même eux discutent avec vos clients régulièrement. Investir sur le NPS et le catégoriser, le segmenter pour le rendre actionnable et pouvoir en tirer des conclusions. Hyper important de clarifier votre cible si vous êtes en B2B surtout. Ideal Customer Profile, Deal Desk pour vérifier qu'il est bien respecté derrière. Le concept des Quick Wins Days, une journée pour faire un maximum de Quick Wins. Et enfin, la transparence. Communiquer votre roadmap, vos designs, vos Customer Stories. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je crois qu'on a un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Maya. Merci pour toutes vos questions. On va commencer directement par la première. Tu parlais du Biz in Squad, mais pourquoi pas un Dev in Biz? Tout à fait. On avait aussi un Dev in Biz, qui n'était pas un Dev in Biz, mais qui était le principe d'envoyer des devs en meeting client. Donc ce fameux channel Slack où on avait tous les meetings clients qui étaient logués par les account managers. À chaque fois, il devait y avoir un PM ou un designer plus un tech. Par ailleurs, on a aussi commencé à faire des heures de support uniquement pour l'équipe tech. Donc ça marchait dans l'autre sens, effectivement. Pas mal de questions ensuite sur le NPS. Tu faisais référence à la keynote de Nate. Nate, une des choses qu'il avait expliqué était justement à quel moment on captait le NPS. Et une des questions, c'est quelle est ta méthode favorite de récolte du NPS et comment évites-tu les biais de contexte? Nous, on utilisait Satismeter et on mettait le NPS dans le produit avec un rappel par mail s'il n'y avait pas eu de réponse au bout de quelques jours, je crois. Moi, j'ai pas vraiment de religion là-dessus. Je considère qu'on s'en fout un peu de à quel moment on demande le NPS, que l'important, et c'est ce que disait Nate aussi, c'est de regarder les fluctuations. C'est-à-dire que nous, on envoyait la pop-in à n'importe quel moment dans le produit. C'était juste une question de temps. On l'envoyait tous les 3 mois, mais c'était pas après une action en particulier. Et on savait très bien qu'on aurait pu réfléchir à optimiser le moment où on l'envoyait, par exemple, après un appel qui s'était bien passé, pour avoir des meilleures notes. Mais ça aurait été complètement triché avec le système, et ce n'était pas du tout le but. Donc on aurait peut-être gagné 10 ou 15 points, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il évolue, et pas le chiffre absolu. Une dernière question, dernière question sur le NPS, pardon.
tu parlais du NPS dans du B2B, mais est-ce que tu as des conseils sur le NPS en B2C, notamment sur les sites e-commerce? Les mêmes. Essayez de catégoriser un maximum vos retours et de les segmenter pour comprendre en fonction de vos différentes cibles, de vos différents produits, de vos différents pays, où est-ce que ça se passe bien ou pas bien. 2 questions ensuite sur le Customer Profile dont tu as parlé, l'idéal Customer Profile. D'ailleurs, qui fait ce travail? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le marketing? Et déjà ça. Déjà ça. Alors là, en l'occurrence, c'est un truc sur lequel moi j'ai travaillé avec le CEO parce que c'était à moi que ça posait un gros problème qu'on n'en ait pas. Après, c'était à l'époque, on n'avait pas vraiment de VP marketing. Donc aujourd'hui, ça aurait tout à fait pu être quelque chose fait par l'équipe marketing. Je dirais que l'idéal, c'est marketing et produit ensemble. Et du coup, comment as-tu réussi à convaincre ton VP Sales qu'il fallait dire non à certains prospects? Par l'exemple et par les échecs. C'est-à-dire que j'avoue qu'au tout début, quand je suis arrivée, il y avait certaines fonctionnalités sur lesquelles je sentais que ça allait chier, concrètement. Et donc, j'ai laissé le truc un petit peu se planter. Et ça a servi vraiment d'exemple ensuite, où on a fait un gros case study. Ça n'a pas marché pour telle raison. Et donc, il faut arrêter de vendre des choses qu'on n'a pas. Et de vendre des choses qu'on n'a pas de manière très, très spécifique aussi, sans se poser de questions sur le problème. Un des soucis qu'on avait, c'était que en fait, nos prospects nous lâchaient des buzzwords, genre il nous faut le warm transfer. Et en fait, le warm transfer, bon, on avait une vague idée de ce à quoi ça ressemblait, mais pas vraiment. Et personne, à aucun moment, ne se posait la question de quel est le problème qu'on veut résoudre en faisant ce fameux warm transfer. En tout cas, pas les équipes sales. Donc du coup, ouais, enfin, je vais pas dire que j'ai intentionnellement laissé planter le truc, mais en tout cas, j'ai observé. Effectivement, ça s'est planté, je m'en doutais un petit peu. Et derrière, j'en ai beaucoup parlé. Voilà. Ensuite, le changement de mindset passe-t-il obligatoirement par les fondateurs? Investissement, choix de recrutement, messages généraux, etc. C'est une bonne question, difficile à répondre. En tout cas, dans notre cas, je pense qu'il n'est pas venu initialement des fondateurs. Il est venu surtout de moi et de Tania, qui était notre VP Customer Relations. Mais clairement, une fois qu'on en a discuté et qu'on était d'accord sur le fait qu'il fallait aller vers davantage de culture user-centric, il faut que ce soit un message porté par les founders. Et en l'occurrence, pour nous, ça a été le CEO et ça a été très efficace. Donc, ça venait pas de lui, mais crucial que ce soit lui qui en parle à toute la boîte. Une des questions est, penses-tu que toutes ces pratiques sont applicables à tout instant de développement d'une boîte, surtout en early stage, à moins de 30 personnes? J'imagine que non. Clairement, les histoires d'orga un peu compliquées, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais il y a plein de principes qui sont ultra basiques et qu'il vaut mieux faire d'ailleurs le plus tôt possible. Moi, quand je suis arrivée chez Aircall, on était seulement une quinzaine. Et c'est autour de peut-être 20-30 personnes qu'on s'est posé sur l'Ideal Customer Profile, typiquement. Le fait de mettre des équipes business dans les squads, c'est venu aussi assez tôt. Donc oui, je pense que clairement, le plus tôt vous vous y mettez, le mieux c'est. Et toutes les histoires de répéter aux nouveaux arrivants que c'est ça l'Ideal Customer Profile, que c'est ça le NPS, que c'est important de le résoudre, c'est quelque chose qui se répand en fait. Donc le plus tôt vous en parlez et le plus tôt cette culture va prendre dans toutes les équipes. Celle-là, je vais la lire mot pour mot. Maya, you rock. Merci. Peux-tu parler davantage du rôle des exécutifs sponsors? Ouais. Alors donc leur rôle, comme je vous disais, on avait vraiment donc chacun des membres du comité exécutif 4 clients qui étaient généralement des gros clients. Et c'est vraiment très simple, hein. Juste on devait les appeler tous au moins une fois par trimestre pour essayer de comprendre ce qui se passait bien, ce qui se passait pas bien avec le produit, avec Aircall de manière générale. C'était vraiment très informel. L'idée était de se dire qu'on parlait avec quelqu'un qui avait le même niveau de seniorité dans la boîte en face. Et derrière, il n'y avait pas particulièrement d'action à prendre, de compte rendu à faire ou de choses à améliorer. L'idée était juste de se dire, nos execs, le top management, parlent au moins à un client par mois. 2 questions un peu liées. Quel type de meeting avais-tu avec les sales? À quelle fréquence? Voilà, un peu plus de détails sur le type de meeting que tu avais avec eux. Alors ça a beaucoup bougé pendant les 3 ans. Au début, à vrai dire, on n'en avait pas et c'était assez naturel. On discutait et on mettait des meetings ad hoc quand besoin, si besoin.
Et donc là, vers la fin, on avait le meeting business qui était tous les lundis, où chaque personne, enfin chaque head of des équipes business présentait ses objectifs de la semaine. Et ensuite, nous, on présentait les objectifs de chacune des squads. Donc ça, c'était un meeting. Par ailleurs, on avait les lead PM qui avaient un meeting, il me semble, toutes les 2 semaines avec les head of, avec les country managers de chacun des pays en sales pour leur expliquer où on en était sur les projets, demander leur feedback, etc. Et ensuite, on avait beaucoup de meetings qui n'étaient pas calés, mais on était vraiment tout le temps en discussion avec les sales dès qu'on réfléchissait à un nouveau problème. Et donc là, c'était du one-one entre le PM, le designer qui bossait sur ce problème et un account exécutif ou plusieurs account exécutifs. Et enfin, dernière question, c'est quoi tes next steps personnels? Alors ma next step personnelle, c'est de monter un bootcamp sur le product management. Un des sujets les plus difficiles pour moi, au-delà de ça, pendant ces 3 dernières années, ça a été de recruter une équipe de product managers. Et voilà, par ailleurs, mon rêve, ça a toujours été de bosser dans l'éducation. Donc voilà, c'est ça mon plan. Alors c'était ça mon plan il y a 2 mois, et depuis je suis partie 2 mois en voyage, et je me dis que c'est pas mal quand même aussi de partir en voyage. Du coup je vais peut-être prolonger un peu l'expérience d'1 mois ou 2, mais voilà, c'est ça l'idée ensuite. Merci Maya, un tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci beaucoup.